Bonjour à toutes et à tous. Maintenant, nous abordons l'oscillateur harmonique excité. Et donc, nous allons traiter pour la première fois le phénomène de résonance. Donc, vous avez encore un système masse-ressort. Cette fois-ci, nous allons le perturber. Et cette perturbation va consister en fait à ne pas fixer l'extrémité libre du ressort, mais justement de lui imposer un mouvement. Un mouvement qui est à la verticale. Donc là, tout le modèle ici est à la verticale. On aurait pu aussi le faire à l'horizontale, mais on le fait à la verticale. Et ce mouvement imposé est justement modélisé par h de t, donc c'est une fonction du temps. Et le phénomène de résonance, c'est quoi? En fait, si vous voulez, tout ce que vous voyez autour de vous, les objets, enfin les structures, ont une certaine rigidité. Enfin, si je modélise très simplement, ils ont une certaine rigidité, on pourrait les modéliser comme des systèmes masse-ressort. Normalement, c'est plusieurs systèmes masse-ressort rassemblés, mais disons qu'on pourrait rabattre sur un système masse-ressort. Et d'ailleurs, avec une certaine... normalement, ils ont un frottement. Ça, on va le voir après. Donc là, on va supposer que votre système n'a pas de frottement. Il n'est pas amorti. Et donc, il a une fréquence propre. D'accord? Vous vous rappelez de la pulsation. Alors, oméga est égal à racine de k sur m. Et oméga, c'est égal aussi à 2 pi fois la fréquence. Donc, f, la fréquence propre de votre système, est égale à... Et qu'on va noter maintenant f0, puisqu'on va introduire une nouvelle fréquence, une nouvelle pulsation qui va être liée au mouvement imposé. Donc maintenant, on va parler de f0, qui va être comme la fréquence propre du système. Ça va être racine de k sur m divisé par 2pi. Donc 1 sur 2pi fois racine de k sur m. Ça, c'est la fréquence propre de votre système. Si vous venez l'exciter à la même fréquence, en fait, votre système va emmagasiner de plus en plus d'énergie mécanique jusqu'à son éventuelle destruction. D'accord ? Parce que votre système, il va osciller, en fait, et il va accumuler de plus en plus d'énergie mécanique, donc il va aller de plus en plus vite, énergie cinétique accrue, et il va avoir des oscillations de plus en plus amples, donc énergie potentielle, élastique, accrue. Et il ne va pas pouvoir s'en débarrasser, parce que surtout qu'ici, il n'y a pas de frottement. Donc il va accumuler l'énergie et l'énergie jusqu'à ce que l'amplitude des oscillations soit telle, parce que vous savez, un système masse-ressort, ça oscille, donc quand ça vient vers sa position d'équilibre, ça a une énergie potentielle nulle, enfin, oui. Il a une énergie potentielle qui va être nulle et une énergie cinétique qui est maximale. Ensuite, il va aller vers l'autre extrémité où il va aller s'allonger le plus possible au ressort pour avoir une énergie potentielle maximale. Puis après, il revient, il a une énergie cinétique maximale, puis il se recomprime, il a une énergie potentielle maximale, etc. Et lors d'un phénomène de résonance, eh bien, l'amplitude des oscillations va devenir, elle ne va pas osciller comme ça, ni comme ça, ni comme ça, mais ça va aller à l'infini. Et bien sûr, si vous avez un système réel, une structure ou autre, elle ne va pas pouvoir supporter ça. Un exemple typique qu'on présente, c'est le pont du Tacoma, qui s'est effondré en 1940 ou 1941 aux États-Unis, où justement en fait, le vent venait introduire une perturbation périodique, telle que le pont est rentré en résonance, puis au final ne pouvait plus supporter l'énergie qu'il avait accumulée, il s'est effondré. Voilà, donc on va aborder ça. Donc là, notre but, ça va être en fait de déterminer une expression pour l'amplitude des oscillations et de voir sous quelle... Donc là, je vous ai donné la réponse, mais on va le prouver mathématiquement, sous quelles conditions ce système va rentrer en résonance, donc va avoir une amplitude qui diverge à l'infini. Alors, comme d'habitude, on définit notre référentiel. C'est le terrestre inertiel. Le repère que j'ai choisi ici, j'aurais pu m'en tenir à un axe, mais j'en ai pris de OEX, EY. Il est fixé, lui il est fixé au référentiel. O, EX, EY. Fixe. Le système étudié, c'est notre masse M, supposée ponctuelle, qui est relié à un ressort de rigidité K et de longueur à vide L0. Le modèle de force. Alors, pas de frottement, vertical, donc les seules forces qui agissent ici sont bien sûr le poids du système, son poids, mg comme l'axe généré par OEX pointe vers le bas, on va avoir plus mg fois le vecteur unitaire EX. Tandis que la force de rappel, maintenant on sait bien l'exprimer, ça va être
essayez de la deviner. FR en vecteur est égal à moins K, la rigidité des ressorts, X moins L0. Vous voyez, ça n'a pas changé, parce que maintenant notre extrémité est libre. Ou bien? Eh bien si, justement ça change. Cette expression-là, elle est plus valable. Enfin, elle est valable sous modification. On va effectuer la modification. Alors, réfléchissons. Ce qu'il faut avoir accès, c'est... Alors le moins K, on va écrire là. Moins K delta L, pas en scalaire, EX, parce qu'on a déjà un vecteur unitaire qui pointe le long du ressort. On va s'en tenir là. Mais que vaut delta L? C'est ça la question en fait. Que vaut delta L dans ce cas? Parce que notre extrémité, normalement, lorsque je vous disais d'écrire x moins L0, c'est lorsque l'extrémité libre du ressort était fixée à l'origine. Ici, ce n'est pas le cas. Par rapport à l'origine, elle est en train de suivre un mouvement qui est défini par h de t. Ensuite, par rapport à cette extrémité, la longueur à vide du ressort est définie, L0, et c'est par rapport à l'origine que x est défini. Donc là, si vous me dites x moins L0, d'accord, je soustrais L0 à x, j'obtiens ça et ça. Et clairement, l'élongation du ressort, elle ne tient pas ça en compte. D'accord? L'élongation du ressort, ça va être cette partie-là. Donc c'est x moins L0 certes, mais il faut encore retirer h de t. Donc l'élongation du ressort, ça va être x moins L0 moins h de t. Fois x. Je laisse le temps de mettre, vous pouvez mettre la vidéo en pause, juste pour retrouver ce résultat-là. Réfléchissez-y, mais c'est cohérent. Puis je pense que sur le dessin, j'ai assez bien représenté. Les conditions initiales, je ne vais pas en parler, je ne vais pas en avoir besoin en fait, pour trouver l'amplitude des oscillations. J'aurais pu définir comme d'habitude un x de 0 qui vaut x0 et un x point de 0 qui vaut x point 1, avec juste un 10, 0. Alors, maintenant, qu'allons-nous faire? On va récupérer une craie. On va commencer à écrire. Nous avons nos forces. Nous allons appliquer la deuxième loi de la dynamique dans le référentiel terrestre considéré galiléen. La loi de la dynamique qui est la deuxième loi de Newton. Qui nous dit que la somme des forces extérieures agissant sur le système en vectoriel va être égale à la masse fois l'accélération du système. Nous connaissons les forces, le poids et la force de rappel du ressort. On obtient moins k x moins L0 moins h de t, que je vais noter h de t. Je sais que là, je devrais aussi noter x de t, mais h de t, je le note juste pour que vous... X, vous savez que ce n'est pas une constante. Dans ce cas-là, par contre, h, si je l'écrivais juste h, ça pourrait... nous porter préjudice et nous induire en erreur. Donc on va garder ça. Bien sûr, animé du vecteur unitaire EX, plus mg, le x, donc le poids maintenant. Et ça va être égal à... Alors là, j'ai plus de place, donc je vais l'écrire en mode colonne, mais c'est pas top. Il vaut que j'adopte la même notation à gauche à droite, c'est pas très important. Voilà, donc on a la masse fois l'accélération, donc le vecteur accélération, composante x point point et y point point, tout simple. Deux vecteurs sont égaux si et seulement si leurs composantes sont égales. Donc je vais obtenir deux équations. Moins k x moins L0 moins h de t. Je ferme la parenthèse. Plus mg, qui va être égal à la masse fois l'accélération selon x. Ici, je n'ai pas de force en y. Comme vous vous attendez, l'accélération y va être nulle. En fait, il n'y a pas de mouvement selon y. Je n'ai pas besoin de l'axe y. Mais je le mets quand même. Juste pour vous y habituer. Peut-être d'autres problèmes. Vous aurez un problème complexe où votre ressort aussi, puis il est enfin aussi comme ça, le long du ressort, enfin de l'axe du ressort, et il est en train en plus d'osciller comme un pendule. Dans ce cas-là, vous opterez plutôt pour un repère cylindrique, croyez-moi. Et si il oscille dans l'espace, un repère sphérique. Et quand j'ai dit cylindrique, polaire, ça aurait marché aussi. Ouais, voilà, ça c'est l'expression que vous avez. Votre équation du mouvement, vous l'avez ici, numéro 1. On va la réécrire ici.
pense que maintenant, vous y êtes assez habitués. Donc on a mx point qui est égal à la force de rappel du ressort, moins k x moins L0 moins h de t, plus mg. Ben, comme d'habitude, on va faire un changement de variable. Donc, changement de variable. Maintenant, vous devriez être... Enfin, est-ce qu'on va le faire maintenant, le changement de variable? Ma foi, non. Non, on va pas le faire maintenant. Parce que je dois encore définir. En fait, h de t, c'est quoi? Parce que je vous ai pas dit... en fait comment on est en train de faire, comment on est en train d'exciter le ressort, le système masse-ressort. On est en train d'imposer un mouvement vertical qui est défini par une fonction cosinus. H de t est égal à grand H, l'amplitude de l'oscillation forcée, grand H fois, qui est une constante, fois cosinus oméga t, d'accord? Avec H constant. Notre oméga ici, c'est pas forcément, c'est pas la pulsation propre du système, d'accord? C'est 2π fois la fréquence qui est imposée. 2π fois fréquence imposée. Et ici, je vais le remplacer. On va faire mon changement de variable. Donc, je vais obtenir mx point est égal à moins kx plus KL0. En fait, je vais plutôt, voilà, je vais garder ça entre parenthèses, parce que je sais déjà que je vais devoir le garder. Moins KX moins L0, ça je le garde. Par contre, je vais sortir justement ce terme plus K fois H de T, et j'ai mon plus MG. Maintenant, qu'est-ce que je fais? Je rabats le MX, le K moins KX moins L0 et le plus MG de l'autre côté de l'équation. Donc j'obtiens mx point plus kx moins L0 moins mg qui doit être égal à k, et là je peux remplacer fois h fois cosinus oméga t. Je vais diviser toute mon équation par m. Est-ce que je le fais maintenant ou pas? Oui, je vais le faire maintenant. X point plus, on sait que racine de k sur m c'est égal à oméga, et là je vais l'appeler oméga 0, donc c'est la pulsation propre de notre système. Donc k sur m c'est oméga 0 au carré. Donc le oméga 0 il n'est pas égal à oméga ici, d'accord? Ça c'est 2π fois la fréquence imposée. Vous avez peut-être une machine qui vient imposer une fréquence d'excitation, tandis que oméga 0 c'est intrinsèque à votre système. C'est racine de k sur m, ça le définit. C'est défini en fonction de sa rigidité et de sa masse. Donc ici je divise par k, donc j'obtiens 1 fois x moins L0. Moins m sur k, on sait déjà que ça va nous donner du 1 sur oméga carré, on l'a déjà vu avant, moins g sur oméga 0 au carré est égal à k sur m, ça va nous donner du oméga 0 au carré, donc on a h fois oméga 0 au carré fois cosinus de oméga t. Très bien. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire notre, j'ai envie de dire, on va faire un changement de variable. Est-ce qu'on va faire un changement de variable? Je pense que oui. Est-ce qu'on le fait maintenant? Oui, je vais le faire maintenant. Oui, je vais le faire maintenant. Très bien. Alors, qu'est-ce que je veux? Je veux ici simplement du oméga 0 carré x, c'est ce que j'aurais voulu. Du coup, je passe en u et je vais poser ce que je veux en u. Donc moi, ce que j'aurais voulu, c'était oméga 0 carré u est égal à tout ce blabla. Oméga 0 carré x moins L0 moins g sur oméga 0 carré. Donc là, c'est mon changement de variable que je suis en train d'effectuer. Donc on obtient immédiatement que... mais est-ce que ça va être le cas là? Par contre, j'ai un petit... Est-ce que je vais avoir du coup du oméga 0 divisé par 4 ici et j'ai pas fait une erreur? Non, j'ai pas l'air. Ouais, ça me paraît logique. Ça me paraît logique, mais étrange en même temps. Désolé, je vais vérifier ça. Non, ça me paraît... j'ai juste dû faire une erreur. Laissez-moi juste vérifier un instant. J'ai divisé par là. Ah bah oui, pardon. Oui, sûrement vous voulez récupérer. M divisé par M, ça ne me donne pas ça. Là, je suis en train d'anticiper. Voilà.
clairement pas. Ça donne simplement G. Voilà. Très bien. Et vous aurez pu le voir par analyse dimensionnelle. Que, là, du oméga 0 carré, c'est des... son unité oméga 0 carré, c'est des radians par seconde, donc c'est des radians par seconde au carré, donc des par seconde au carré. Dit donc une accélération divisée par ça nous donnerait des mètres, et là on est en train de raisonner avec une accélération, donc c'est pas bon. Maintenant, je divise justement par oméga 0 au carré, donc j'obtiens U est égal à x moins L0 moins G sur oméga 0 carré. Donc ça, c'est mon changement de variable. J'ai simplement divisé par oméga 0 carré de chaque côté. Ça me satisfait, parce que si je dérive, j'obtiens U point égale X point, et U point point égale X point point. Donc c'est un changement de variable qui marche. Je peux l'utiliser dans mon équation. Et mon équation, elle devient quoi? Eh bien, elle devient U point point plus oméga 0 carré U, donc tout ça c'est remplacé par U, est égal à H oméga 0 carré cosinus de oméga t. Maintenant on va travailler avec ça. On va voir ce qu'on va faire. On va trouver l'amplitude des oscillations. Soit. Alors, passons de l'autre côté. Est-ce que je devrais... Oui, je le laisse comme ça ira très bien. Ce qu'il nous faut, c'est donner une forme pour la solution, en fait. Mais pour la solution qu'on va appeler particulière. Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, on n'a pas le côté gauche de l'égalité avec notre variable et ses dérivés, donc U et ses dérivés temporels, égale 0. Là, on a la variable U et ses dérivés temporels, donc U point point, en l'occurrence ici, qui est égale à une fonction. Donc là, quand notre équation n'est pas homogène, donc si on veut la résoudre, on devrait poser la solution particulière plus la solution homogène, et après on résout. Ici, simplement, on va poser une forme pour la solution particulière, et on va directement obtenir ce qu'on recherche, l'amplitude des oscillations. Alors, ici on obtient U point point plus oméga 0 carré U est égal à H oméga 0 carré cosinus oméga t. Si je ne m'abuse... Oui, c'est correct. Maintenant, qu'est-ce qu'on veut? On veut deviner, donc quel U pourrait répondre à ça? Eh bien, un U qui serait solution, ce serait un U qui aurait cette forme-là. Je vais simplement, si j'ai du cosinus ici, je vais proposer un U en cosinus aussi, je ne vais pas me casser la tête, je vais l'appeler U0, d'accord? L'amplitude d'oscillation du coup, fois cosinus oméga t, pas oméga 0t, oméga t. Voilà la solution que je propose. U est égal à U0 cosinus oméga t. Et je la remplace dans l'équation. Donc je remplace. Dans l'équation ici. Mais avant de faire ça, je vais aussi calculer la dérivée seconde. Je sais que U point va être égal en fonction de la solution que j'ai proposée. Donc vous êtes d'accord que U0 c'est l'amplitude des oscillations, d'accord? Parce que U ça représente la solution, cosinus ça varie entre moins 1 et 1, donc ça va bien varier entre moins U0 et U0, donc c'est l'amplitude maximale des oscillations, donc l'amplitude des oscillations. U point va être égal à moins U0 oméga sinus oméga t, tandis que U point point va être égal à moins U0 oméga carré, pas oméga 0, oméga carré, cosinus oméga t bien sûr. D'accord? Donc j'ai dérivé une fois par rapport au temps, deux fois par rapport au temps. Donc si je remplace U point point et U par ce que j'ai proposé, j'obtiens moins U0 oméga carré cosinus oméga t plus oméga 0 au carré U0 cosinus oméga t est égal à H oméga 0 carré cosinus oméga t. D'accord? Maintenant, si je factorise à gauche par cosinus oméga t, j'obtiens cosinus oméga t facteur 2 oméga 0 carré. Et est-ce que je vais
factoriser le U0 aussi. Je vais le factoriser. Donc je factorise U0 cosinus oméga t, U0 cosinus oméga t, que j'ai écrit ici, je vous laisse le voir. Facteur 2, donc oméga 0 carré moins oméga carré. Oméga 0 pulsation propre, K sur M. Oméga c'est 2 pi fois la fréquence imposée, qui est en train de bouger l'extrémité où il n'y a pas de masse du ressort. Est égal, donc j'ai factorisé là, oui, est égal à H oméga 0 carré fois cosinus de oméga t. Si je pars là maintenant, eh bien je peux diviser par cosinus oméga t pour peu qu'il soit différent de 0. D'accord. Je peux raisonner comme ça, ou j'aurais pu ramener à droite, j'aurais pu ramener ce terme-là et factoriser par cosinus oméga t et dire que oui, voilà, ça c'est nul parce qu'on a un 0 ici, c'est nul si et seulement si le terme qui multiplie là est nul ou si celui-ci est nul. Donc on va partir pour, on suppose que on est en train de faire ça pour cosinus oméga t différent de 0. D'accord. Donc, sachant que oméga est égal à 2 pi fois la fréquence, si la fréquence n'est pas nulle, ça c'est non nul, et t est différent de 0. Donc c'est vraiment pour un t positif. Donc là on part et on obtient du coup U0, qui est l'amplitude d'oscillation, oméga 0 carré moins oméga carré est égal à H oméga 0 carré. J'ai plus qu'à diviser par ce terme-là, et j'obtiens U0 est égal à H oméga 0 carré moins oméga carré. Et là, j'ai pu définir justement une relation sur l'amplitude des oscillations. H, c'est l'amplitude qui est imposée, d'accord? On va supposer que c'est constant. Donc je suis en train de bouger avec une amplitude constante. Donc vous voyez, c'est un peu ça qui est beau, c'est que vous êtes en train de faire entrer un système en résonance sans pour autant, vous n'êtes pas en train d'augmenter l'amplitude des oscillations de votre excitation. L'excitation est à amplitude constante, ici, H. Le oméga 0, c'est la pulsation propre, c'est racine de K sur M. C'est ce qui caractérise votre système. Et là, je vous l'ai dit, le oméga, c'est 2 pi fois la fréquence. Et ça, c'est la fréquence que vous imposez. Maintenant, vous voulez savoir quand est-ce que vous rentrez en résonance. Entrer en résonance, je vous ai dit, c'est l'amplitude. Donc, la résonance, elle va avoir lieu lorsque l'amplitude U0 va partir à l'infini. Et qu'est-ce qui peut envoyer U0 à l'infini? Ce n'est pas le numérateur qui est constant et qui est fixe. Par contre, en bas, oui. Ça, c'est quelque chose sur lequel vous pouvez jouer. Et si vous annulez le dénominateur, donc si vous posez oméga 0 carré moins oméga carré est égal à 0, donc vous obtenez que pour une pulsation imposée telle que elle est égale à la pulsation propre de votre système, donc ça revient aussi à dire pour une fréquence imposée qui est égale à la fréquence propre de votre système, et bien dans ce cas-là, vous faites entrer le système en résonance et l'amplitude d'oscillation part à l'infini. Donc là, vous venez de démontrer que si vous excitez avec, bon là c'est avec une fonction harmonique, un cosinus, d'accord? Parce que quand vous faites une excitation périodique, vous tapez à fréquence périodique, vous êtes en train d'exciter en fait une infinité de fréquences. Mais bon, ça c'est une discussion que vous verrez lorsque vous ferez l'analyse de Fourier. Donc là, vous êtes en train d'exciter avec une fonction cosinus qui a une fréquence égale à la fréquence propre de votre système. Vous envoyez l'amplitude des oscillations à l'infini, vous êtes en train de faire rentrer le système en résonance. Il emmagasine de plus en plus d'énergie mécanique et notamment à chaque fois son énergie mécanique, vu qu'il oscille, est en train de passer, enfin se transvase entre énergie cinétique et énergie potentielle. Et à un moment, l'énergie potentielle, donc maximale quand l'énergie cinétique est nulle, à chaque fois, quand l'amplitude d'oscillation est maximale, là, votre énergie potentielle va être telle que l'amplitude va être trop grande pour le système pour qu'il puisse tenir. Et là, il se brise. Ou plutôt, c'est l'amplitude va être telle que l'énergie potentielle emmagasinée est trop grande. Il a plus cette capacité élastique, votre matériau, votre structure, et elle va s'effondrer. Voilà. Donc j'espère que c'était assez clair puis intéressant. Puis après, oui, pour les maths, voilà. Enfin, pratiquez et vous en verrez plus. Vous inquiétez pas sur la résolution d'équations différentielles dans votre cours d'analyse. Merci, je vous dis à une prochaine vidéo.